Beaucoup de films se sont plantés cet été, mais peu ont été d'aussi gros gouffres financiers que Megalopolis, Borderlands ou encore The Crow. Et croyez-le ou non, tous ces films sont chapeautés par le même studio. L'année 2024 a été une véritable descente aux enfers pour Lionsgate, au point qu'on pourrait se demander pourquoi ils n'ont pas mis la clé sous la porte depuis. Mais la vérité est un peu plus compliquée que ça. Le lion est mort ce soir. Lionsgate, vous les connaissez forcément, leur logo ressemble à ça, et ils ont dans leur catalogue quelques franchises hollywoodiennes célèbres comme Saw, Hunger Games, John Wick ou encore Expendables, des franchises désormais plus ou moins lucrative, mais on va en reparler un peu plus tard. Il ne s'agit pas vraiment d'une major comme Disney ou Warner, mais ça reste un acteur important de l'industrie aux États-Unis et par conséquent l'un des grands compétiteurs de la foire d'empoigne de l'été. Car oui, l'été c'est les vacances et traditionnellement un terrain privilégié pour les blockbusters divers et variés, si bien que les studios touchent en général une bonne partie de leur pépette annuelle durant cette période. Pour l'instant, je ne dis rien de bien surprenant, mais accrochez-vous parce qu'il est l'heure de faire le bilan et ça va se Lionsgater. Regardons ensemble la liste des films produits, et j'insiste bien produits, par Lionsgate, et non pas ses filiales, à compter, allez au pif, au 19 avril 2024. Oh, quelle coïncidence, c'est pile le jour de la sortie américaine du Ministère de la Sale Guerre, le nouveau film de Guy Ritchie. Budget 60 millions de dollars, recette mondiale 26. Bon, continuons, on arrive à mon petit préféré, Borderlands. Budget, tenez-vous bien, 100 à 120 millions de dollars, recette, tenez-vous mieux, moins de 33 millions de dollars. Ensuite, The Crow, le remake avec Bill Skarsgård dans un clip d'Evanescence. Budget, 50 millions. Recette, moins de 24 millions. Lors de son week-end d'ouverture, il s'est fait battre par la ressortie de Coraline en deuxième semaine. Comme l'a dit Judith dans notre podcast consacré au bilan du box-office de l'été, les émos ont choisi leur camp. Au suivant, on arrive en septembre avec The Killer's Game et son casting assez séduisant d'ailleurs. Vous n'en avez pas entendu parler? C'est normal, il n'est pas sorti en France. Aux États-Unis, par contre, il est sorti, et il a amassé dans le monde 5,9 misérables millions de dollars sur un budget de 30 millions. Et on a enfin un peu du mieux avec Never Let Go, le nouveau film de Alexandre Aja qui est sorti en France sous le titre Motherland et que j'ai personnellement beaucoup aimé, que j'ai défendu sur le site. Mais ça n'a pas suffi, puisque le budget était de 20 millions et le box-office de 21 millions selon les reports les plus optimistes. En temps normal, j'aurais sorti le laïus habituel sur l'importance des frais promo et des coûts d'exploitation qui exigent des films qui remportent bien plus que leur budget pour gagner de l'argent. Geoffrey en parle très bien dans sa vidéo, mais là, il n'y a pas besoin. La plupart des films sortis par Lionsgate ces derniers mois n'ayant même pas dépassé leur budget. Les cas de The Killer's Game et surtout de Borderlands sont quasiment historique. Dans ce dernier cas, le boss de Take-Two, Strauss Zelnick, en était à supplier les gens de donner une chance au film. Quant à John Feldheimer, PDG de Lionsgate, il a dû répondre du cataclysme et a avoué la production plus que chaotique du film, qui était de toute manière un secret de polichinelle. Je cite, « Pour Borderlands, presque tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné, le film est resté trop longtemps sur les étagères pendant la pandémie, les reshoots et la hausse des taux d'intérêt l'ont fait sortir de la zone de sécurité de nos modèles financiers habituels, qui sont très stricts. Et autant dire que si c'est le chef du studio qui le dit, c'est que c'est encore pire que ça. Voilà qui peut expliquer également le beat de The Crow, qui est en développement de hell depuis des années et des années, ce qui explique qu'il est sorti dans l'indifférence générale. Je vais pas tout re-raconter, je vous renvoie à ma vidéo, apparemment désormais étudiée dans des écoles de prononciation anglaise, The Crow, The Crow, The Crow, The Crow. Entendons-nous bien, Lionsgate a déjà essuyé des bides plus que sévères. L'année dernière, par exemple, il avait pris une mandale monstrueuse avec la débandade totale qu'était Expendables 4, très comparable avec Borderlands, puisqu'il avait également coûté dans les 100 millions de dollars, et il en avait rapporté 37. Dire qu'à l'époque on pensait qu'il ne pourrait pas faire pire. Toutefois, il s'était rattrapé autrement, notamment avec la poule aux œufs d'or Saw, avec John Wick 4 ou encore en fin d'année avec le dernier Hunger Games, qui avait quand même cumulé presque 350 millions de dollars. Cette année, ils ont juste enchaîné cata après cata, film après film, alors comment ont-ils tenu le coup? Écran large sera-t-il bientôt en position de racheter Lionsgate pour un euro symbolique?
Pas vraiment. Bon alors déjà, ils ont bel et bien pris cher. Début novembre 2024, Variety évoquait un trou de 163,3 millions de dollars dans les comptes trimestriels, un coup dur que Feldheimer n'a pas tenté de minimiser. Mais force est de constater qu'ils auraient pu tomber bien plus bas que ça. Et ça, c'est une question de stratégie. Et c'est l'occasion de plonger dans les subtilités du box-office américain. Déjà, il faut préciser que la liste que j'ai faite ne prend pas en compte la majeure partie des films estampillés Lionsgate. En effet, le studio fait également beaucoup de distribution. Une activité à distinguer de la production. La production, c'est investir dans un film pour lui donner la possibilité d'exister et superviser chaque étape de sa fabrication. La distribution, en revanche, ça consiste à acheter un film déjà produit par d'autres sociétés et assurer sa diffusion dans certains pays, voire dans le monde. Cet achat peut avoir lieu avant le tournage du film ou bien après qu'il soit terminé, lorsqu'il est montré. Typiquement à l'occasion de festivals. Pour faire une petite parenthèse, c'est ainsi que la majorité des films qu'on appelle films Netflix n'ont en réalité rien à voir avec Netflix à la base. Ce sont juste des films que la plateforme a acheté pour avoir l'exclusivité dans son catalogue. Alors allons-y, regardons la liste des films distribués par Lionsgate. Bordel, c'est presque pire. Bon, impossible de faire une liste comme pour les productions puisque la liste des films distribués est beaucoup plus longue et surtout elle comporte plein de mini-films qui ne risquent pas de rattraper le déficit de Borderlands, pas très loin d'égaler le trou de la sécu. On peut relever quelques petits succès, c'est vrai, c'est notamment le cas de Unsung Hero, drame familial chrétien qui a rapporté 21 millions de dollars sur un mini-budget de 6 millions de dollars. C'est aussi le cas du film d'horreur The Strangers Chapter 1 qui a amassé 47 millions de dollars sur un autre mini-budget de 8,5 millions, mais on ne peut pas en dire autant de Boy Kill World, sorti une semaine après le ministère de la Sale Guerre et qui a rapporté 3,2 millions de dollars. Et je peux vous dire que le budget n'était pas de 3,2 millions de dollars, même si on l'a pas exactement. On ne peut pas non plus en dire autant de 1992, de White Bird, et bien sûr, vous l'attendiez, on ne peut pas en dire autant de Megalopolis, le plus gros beat de l'année, de la décennie, de ce plan d'existence. Un beat plus que 2 fois plus sévère que Borderlands, et oui, c'est possible. Il faut quand même un peu s'arrêter sur ce truc qui reste une anomalie totale. Le film a coûté la somme astronomique de 120 millions de dollars, soit un budget de petit blockbuster, comme Borderlands justement. Sauf que il a engagé aucun studio, si ce n'est American Zoetrope, la boîte de Coppola, et pour cause, le mec a tout mis de sa poche. Donc c'est impossible de le mettre dans la même catégorie que les produits hollywoodiens sur lesquels on s'étend sur cette chaîne. Megalopolis est un peu comme le film amateur de votre petit cousin. Il a claqué tout son argent de poche dedans, mais personne ne va lui rendre et les gens qui assisteront à la projection sont des gens qu'il aime beaucoup. Sauf qu'à la place de votre petit cousin, c'est l'un des cinéastes les plus respectés de l'histoire et à la place de 35 €, c'est le prix d'un Airbus A321. Le cas est tellement atypique qu'un article de Variety a récemment révélé qu'il n'a en fait rien coûté à Lionsgate. Et oui, comme Coppola a tout payé, la distribution c'était du bonus. Et voilà qui permet de mettre le doigt sur l'avantage de Lionsgate. Contrairement à, Warner par exemple, ils sont souvent assez prudents, notamment à travers une pratique assez commune qui est la vente à l'international. Souvent, Lionsgate distribue ses films sur le territoire américain, mais revend les droits de ses films pour une exploitation dehors du territoire américain. Résultat, il limite la casse. Pour prendre l'exemple de Borderlands encore, le studio a annoncé à Forbes avoir amorti 60% du budget en vente à l'international. Ajoutez qu'ils ont investi seulement 30 millions en promo et qu'ils ont bazardé le truc en urgence en VOD, ce qui lui a probablement rapporté quelques millions supplémentaires, et contre toute attente, Borderlands n'est peut-être pas la catastrophe ultime dont je vous parle depuis le début. Bon, ça a probablement piqué beaucoup, mais ça leur a pas fait perdre non plus 100 millions de dollars quoi. Et enfin, il y a un autre facteur qui rend les comptes de la firme un poil plus flous. Vous vous rappelez de Boy Kill World et du ministère de la Sale Guerre? Eh bien chez nous, ils sont sortis directement sur Amazon Prime. Ça veut dire que Lionsgate a vendu les droits de distribution dans certains pays aux géants de la SVOD et notre juridiction s'arrête là. Et oui, car comme on le dit régulièrement ici, contrairement au box-office, les chiffres des plateformes n'appartiennent qu'aux plateformes. C'est-à-dire qu'elles peuvent nous renseigner, mais selon leurs termes. Et encore, elles ne sont pas obligées. Quand elles le font, c'est d'ailleurs plus souvent pour célébrer les succès que pour pleurer les insuccès. Le système est forcément très opaque et donc impossible de savoir si ces films ont vraiment fonctionné. Et surtout, impossible de savoir ce que le studio a récupéré dans la vente. Peut-être qu'ils se sont rattrapés, après tout les plateformes ne sont pas les dernières pour cracher de la thune. Peut-être que ça a à peine couvert une fraction de la somme perdue, on ne sait pas. Le carnage de cet été en dit long sur l'évolution du modèle de production des studios, qui voit parfois dans les services de SVOD des plans B.
Finalement, un peu comme à l'époque glorieuse du DVD, où on avait coutume de dire que les plus chanceux pouvaient se faire un deuxième box-office. Bon là c'est pas dans ces proportions, mais ils peuvent se rattraper un tout petit peu. Il en dit aussi long sur le sort des mid-budget, ces films trop chers pour du cinéma indé, pas assez pour cocher la case blockbuster, c'est-à-dire désormais une catégorie qui semble destinée aux plateformes de streaming en fait. Lionsgate s'est pas mal spécialisé dans ce genre de film, au point d'acheter en 2012 la boîte de prod Summit derrière le carton de Twilight, typiquement un mid-budget. Les premiers volets de Hunger Games, qui ont coûté dans les 80 millions de dollars, ou John Wick qui a coûté 20 millions de dollars, et qui donc un peu font la deux fourchettes de ce rayon de budget, étaient aussi trop économes pour faire la concurrence au tentpole, mais faisait rentrer pas mal les billets verts. Aujourd'hui, ce modèle économique du film un peu cher mais pas trop semble réservé aux plateformes, si bien qu'ils ne sont pas forcément les bienvenus en salle, réservés pour le cinéma d'auteur ou le méga blockbuster événementiel à 300 patates. Et encore. Bien sûr, ce n'est pas une règle, beaucoup de films dans la fourchette de 30-70 millions de dollars continuent de marcher au box-office, mais force est de constater, et Variety le dit aussi, que Lionsgate a aussi payé pour le modèle industriel qui domine actuellement. Bon, et après il y a aussi le fait que Borderlands était bien nul à Est-ce qu'ils vont parvenir à s'en relever après une chute de 30% de la valeur de leur action depuis l'année dernière? Rien n'est moins sûr parce que, regardez-moi ce line-up de l'enfer à venir. Le prochain Guy Ritchie, In the Grey, encore avec Henry Cavill, Flight Risk, le nouveau Mel Gibson avec Mark Wahlberg qui reviennent de loin, une suite de Dirty Dancing parce que pourquoi pas, Insaisissable 3 parce que pourquoi, et surtout les deux serrages de fesses à venir. J'ai nommé d'une part Ballerina, alors sur le papier c'est plus sûr, un spin-off de la saga très lucrative John Wick avec Anna de Armas qui est très bankable, a priori c'est bingo, sauf que la production de film est visiblement un monumental chaos, au point où le réalisateur de John Wick, Chad Stahelski, a été appelé à la rescousse, non pas pour des reshoots mais pour, je cite, un nouveau tournage, pour, je cite toujours, protéger la franchise, voire nettoyer le bordel de quelqu'un d'autre selon une source de The Wrap. Ça sent bon. Ne faites pas l'innocent. Vous savez très bien que ça pue la merde chez moi. Et d'autre part, il y a Michael, biopic de Michael Jackson post-Bohemian Rhapsody, qui devrait a priori sauver la mise du studio, ou l'achever vu qu'il a coûté la modique somme de 150 millions de dollars. Difficile de se tailler la part du lion. Pour plus d'analyses sur le box-office, vous pouvez vous abonner sur le site où on fait régulièrement le bilan des gros films hollywoodiens. Et en plus, ça vous permettra de nous soutenir si vous en avez envie. Et si vous en voulez encore un peu plus, je ne peux que vous conseiller la vidéo d'Antoine sur Borderlands, qui pourrait être la définition du mot exaspération. Salut!